Je me souviens aussi de l'audition de Anne Giroir. On était mort de rire. Au milieu d'autres actrices, enfin. Et on s'est dit, on était un certain nombre autour de la table. Il y avait Léo Dagan, mais il y avait Lionel, il y avait Thomas, Jean-Christophe, Alex, moi, enfin. Et je me souviens quand elle a eu terminé, je sais pas, on a vu, je sais pas combien de comédiennes. Alors, j'ai dit, je crois qu'il n'y a pas photo, hein. C'est elle, hein. Vous voyez, des petits souvenirs comme ça qui m'arrivent à l'esprit. On n'a pas eu besoin de se concerter longtemps, hein. Elle dit, ouais. En 2 minutes, en 2 secondes, c'était fait. Et ouais, c'est des petits souvenirs sympas, ça, ouais. Là, c'est elle, non? Ah oui, c'est sûr que c'est elle, ouais. Ok, c'est elle. C'est elle. Donc voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez contribué à l'écriture de certains épisodes de Kaamelott, et notamment celui des pupilles dans le livre 2. C'est un épisode que je trouve très émouvant, qui dévoile en plus une grosse partie de l'intrigue qui va suivre. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez comment ça s'est passé, en fait, cette idée d'épisode, et cette idée de mettre les marionnettes des pupilles en scène. L'idée, c'est que je l'ai eu un jour, parce qu'Alexandre nous avait demandé à quelques-uns de proposer des épisodes. Donc on proposait sur la structure d'écriture de scénario qui est toujours, parce que c'était ultra minuté, quoi. Il fallait faire exactement au bon endroit les choses. Et j'avais eu l'idée de ces poupées siciliennes qui sont des marionnettes de tradition là-bas, en me disant, il va aller sur le marché, il va se rendre compte que... Mais moi, j'avais pas écrit ça exactement. J'avais écrit l'épisode, c'était, je crois qu'il découvrait les histoires de Lancelot, il découvrait à travers les marionnettes. Et Alexandre, comme ça touche chaque fois, valide ou complète ou réécrit certains passages. Et il a gardé globalement l'idée des poupées, du marché, des représentations, etc. Mais par contre, le cœur de l'épisode n'était pas le même. Il a changé le cœur de l'épisode, c'est lui. Donc on travaillait, quand ça nous arrivait, à 40-60% ou à 50% de l'auteur, et voilà. Mais il reprenait derrière. Et celui-là, il l'a reprise. On peut dire qu'on l'a vraiment coécrit, là, pour le compte. Ouais, c'est lui qui a complété justement sur l'intrigue. Et je me souviens, c'était le dernier jour, je sais pas, je me rappelle plus la saison. C'est dans le livre 2, celui-là. 2. Et donc, ça correspondait au dernier jour de tournage, je crois, de Kaamelott à ce moment-là, à l'extérieur. Et vous vous souvenez d'autres épisodes auxquels vous auriez participé à l'écriture? Il y avait Silbury, parce que, en fait, je suis partie en Angleterre. Alex m'a dit, écoute, je t'ai pas offert de cadeau à ton anniversaire. Je te paye un voyage en Angleterre, tu prends une voiture si tu veux aller voir les crop circles, vous savez, ces cercles magiques. Donc je suis partie avec une copine et puis je suis donc allée voir les crop circles, mais c'était dans la région, pas tout à fait, mais dans la région de Stonehenge. Et il y avait des cercles dans les prés, donc je suis allée les voir de près. Et là, j'ai vu Silbury, parce que ça existe en fait, c'est une colline. Au départ, quand on la voit, c'est tout au sud-est, hein, c'est tout dans la même région, où il y a les White Horses, etc. Et donc, je me suis retrouvée devant cette colline, un peu curieuse comme ça. Alors en Angleterre, dans ces sites-là, il n'y a pas grand-chose qui les protège, une petite barrière en bois, juste avec une petite pancarte qui dit, écoutez, ceci n'est pas une colline. C'est autre chose. La végétation qui a poussé dessus, ce n'est pas une végétation d'ici, en gros, hein, je voyais dans.
Et en fait, ce serait une pyramide qui daterait de mémoire, hein, comme ça, de la première pyramide, du temps des premières pyramides, et qui est recouvert. Alors bon, bah, on vous dit simplement, essayez de pas trop marcher dessus, quoi, parce que c'est pas ce que c'est exactement, donc voilà. Et juste à côté, il y avait une grotte, juste en traversant la petite route, une grotte. Alors, il était 7-8 heures du matin, et dans cette grotte, il y avait personne, mais il y avait des espèces de pots en terre dans lesquels il y avait comme des bougies et ça brûlait. C'était comme des grottes préhistoriques, en fait. Et il y avait des choses qui brûlaient. Et là, il y avait c'est très impressionnant. Et après, je suis allée à Kaamelott, alors pour le compte, à Cadbury Sud, et ben, j'ai vu Kaamelott, en fait. Le vrai Kaamelott. Où il n'y a pas... En fait, il faut monter une petite barrière à vaches, là. D'ailleurs, je me suis fait attaquer par une vache, tiens à le dire. Et ensuite, on monte un petit chemin, comme ça, puis après, il y a un plateau, comme une montagne coupée, vraiment rasée, où il y avait certainement une construction dessus, parce que c'est vraiment très, très plat. Il reste quelques murets de chaque côté un peu de la colline, puis sinon, c'est un endroit où les vaches viennent paître, en fait. Et donc, on dit que c'était là qu'existait Kaamelott, qui s'écrit CA Camelot, quoi. Et là, c'était joli, il y avait la petite église anglicane qui était là, et je me souviens, c'était très curieux, parce que le journal de la paroisse s'appelait Excalibur. On est vraiment tombé là. Et tout est autour mais très humble, très petit, des petits villages sans... Et un jour, j'ai été prendre de l'essence, je dis, vous savez, en France, on essaye de faire une série sur Kaamelott, et la dame, elle dit, ah bon, qu'est-ce que vous allez raconter? Ben, et Arthur, ah, c'est bien, c'est vraiment tout petit, c'est tout rural, personne n'y va, en fait, c'est vraiment très caché, quoi. Je me suis dit, voilà, il y a les crop circles, donc elle se relève un matin, elle se retrouve avec des trucs sur la tronche. Qu'est-ce que c'est? Bah, quoi, ben, oui. Oui, bah, ça, complètement, oui, complètement. Kaamelott est dédié à De Funès. Est-ce qu'on peut dire que De Funès est une source d'inspiration familiale? Et j'imagine que c'est vous qui l'avez fait découvrir à Alexandre Astier, du coup? Oui, oui. On en parlait beaucoup. Puis chez moi, bah, à l'époque, il y avait, quand il était un peu gamin, on avait des appareils à cassette, quoi. Pas de DVD, tout ça, ça n'existait pas. Donc on mettait non-stop les cassettes, parce que déjà, moi, ça me faisait rire, ça nous faisait rire. Et puis on regardait comment c'est possible de jouer comme ça. Enfin, Alexandre, c'est quand même le fils de 2 acteurs. Donc parler de ce métier, c'était non-stop, en fait. On parlait que de ça, quoi voulez-vous qu'on parle d'autre? Donc forcément, qu'il aille chez son père, qu'il reste chez moi, qu'il aille partout où il va, de toute façon, on parlait que de ça. Enfin, que de ça, je m'entends. On parlait énormément du travail des comédiens, ce qu'on faisait, ce qu'on était. Lui, il était musicien à ce moment-là, donc il s'intéressait beaucoup plus à la musique. Mais bon, on était là. Et puis on le passait très souvent, De Funès, enfin, parce que c'était pour nous une perfection, un travail. Comme son père lui parlait beaucoup d'Audiard, ça c'est vrai. Moi, je lui parlais beaucoup de Funès, et je lui disais, regarde, tu te rends compte, regarde là, regarde comme il fait une rupture, t'as vu ça, la vitesse, la certitude, le truc qu'il a, regarde, on regardait, on remettait un peu en boucle, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je crois que j'ai tellement vu ces films que là aujourd'hui, mais si je les revois, si je regarde Le Petit Baigneur, évidemment, je continue à me marrer, c'est impossible. Oui, c'est un très grand acteur comique, hors norme, hein, quand même, hein. Ouais. Grâce à lui, les films étaient vendus d'avance, quoi. Coproduits en Allemagne, en Italie, d'avance. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà réuni tout le budget sans aucun problème, quoi. Quand on disait De Funès, ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il s'est, comme nous tous, hein, il a compris, il a le respect de ce mec-là, et oui, ça a compté tout ça. Mais je suppose que, enfin,
Le fait d'être dans une famille d'acteurs, on garde certainement des choses de l'enfance beaucoup plus gravées, puisque pas le théâtre, je sais qu'on s'y fait chier, mais quand même, ça date de vieux, vous savez. Quand on devait rentrer en pestant, quoi. Ça date de vieux, ouais. Je pense, ouais. On sent que c'était une école parce que ça se sent dans le jeu d'Alexandre Astier à plein de moments, surtout sur des moments où il est en face à face avec quelqu'un. Et oui, parce qu'il est un des trucs que De Funès fait, moi je trouve très bien, c'est qu'il est très impatient en fait. Ça va jamais assez vite pour lui. Il comprend avant, il comprend. Oui, ça, je pense que oui. Inconsciemment, ça vient de lui, ouais. On sent qu'il est toujours sur la réplique d'avant, pendant que l'autre a la réplique. Oui, c'est sur la ça. réplique d'après, pendant que l'autre a la réplique d'avant. Ouais. Il y a une certaine exaspération, de la lenteur et de l'incompréhension. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit expédié. Oui, je vois ce que vous voulez dire, oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai. Quelle est votre plus grande fierté quand vous repensez à votre carrière? Et évidemment, il peut y en avoir plusieurs, mais en tout cas, s'il y avait quelque chose que vous gardez en tête et dont vous êtes particulièrement fier, ce serait quoi? Moi, j'ai aimé un peu tout ce que j'ai fait, mais je suis passée par, je crois, beaucoup de chemins. J'ai joué dans des tout petits lieux, des petits cafés-théâtres, je traversais, parce que ça faisait comme ça, la carrière. Un jour, j'avais des bons salaires, le lendemain, j'avais plus rien, donc je partais. On traversait le parc des volcans en plein hiver, on a joué, je sais pas où, enfin bon, ça. J'ai joué dans des beaux théâtres, des belles institutions nationales. J'ai joué, enfin je suis partie en caravane avec des camions, j'ai fait du théâtre itinérant dans les lieux dévastés de manière très militante. Je peux dire que quelquefois j'ai joué des choses qui m'intéressaient pas, mais il faut bouffer. Et puis quelquefois j'ai beaucoup travaillé pour monter des spectacles. Moi j'ai eu 3 compagnies. En gros, j'ai quand même toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai pas attendu derrière le téléphone. Si j'ai une envie, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ça ne me pose aucun problème. Je me pose pas la question, est-ce raisonnable? J'avais un copain comédien qui disait, toi, c'est fou parce que tu fais avant de réfléchir. C'est pour ça que ça marche. Et il dit, moi, je réfléchis avant de faire, c'est pour ça que ça traîne. Je dis, oui, bon. Je pense pas que quand on fait ce métier, qu'on a quelque chose à faire, il faut le faire. Vous voyez? Il y a rien de plus triste que de se dire, bah oui, je suis comédien, mais j'ai pas de boulot, mais il faut quand même savoir se remettre en question tout le temps. En disant ce que tu es capable, alors on va se prendre des pelles, on va se casser la figure, et il faut recommencer tout le temps. Jusqu'à un moment où on va y arriver. Mais la plus belle phrase de Molière, c'est celle de Scapin, je hais les êtres pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Ça, c'est terrible pour moi. Les gens prudents. Faut pas être prudent parce que là, on n'aurait rien fait autrement si on avait été, entre guillemets, prudent. Si on est prudent, on arrête. C'est pas à nous d'être prudents. Il y a des gens qui doivent être prudents. Nous, c'est pas notre truc. Donc, je ne peux qu'encourager les jeunes comédiens à avoir des projets. Et aussi fous soit-il, qu'ils les réalisent surtout. Il faut aller au bout de nos convictions. Il faut aller au bout de ce qu'on aime et de ce qu'on est. Alors, mon plus beau souvenir, je dirais tout, parce que j'aurais jamais fait quelque chose que j'avais pas envie de faire. Donc, je suis contente d'avoir d'autant d'être passée d'un point à un autre comme ça. Et un jour, on part sur les routes, on va partir sur les routes. Puis voilà. Mais c'est pas du tout la mentalité d'Alex, hein, par contre. On se ressemble pas là-dessus. Mais des fois, il me voyait, il me dit, mais maman, comment tu fais pour vivre dans des roulottes, quoi. Enfin, c'était un peu... je crois qu'on a fait
j'espère, en tant que mère, que je lui ai laissé le goût de la liberté. Et que je pense, en tant que mère, lui avoir dit, mais rien n'est impossible. Il ne faut jamais s'arrêter à se buter, parce que je pense que, moi j'ai beaucoup d'élèves, vous savez, quand je vois les parents, enfin, l'opinion des parents, ça compte quand même. Et ça, je lui ai toujours dit. Toujours. Il ne faut pas s'arrêter. Tu dois faire ça, fais-le. Je te soutiens, fais-le. Donc je suppose que ça doit aider à avoir confiance, mais c'est ça, moi, qui est le plus compliqué, c'est que je trouve qu'il y a trop de frustration et de... Je ne sais pas ce que la jeune génération... moi, je sens qu'on a le monde à... le monde a changé, le monde a basculé avec ces histoires de réseaux sociaux, tout ça. Moi, c'est pas ça la jeunesse pour moi. Ma jeunesse à moi, c'est pas ça. D'abord, j'avais 15 ans en 68, hein, déjà, donc j'ai connu la Révolution. Et pour moi, dans les mentalités, j'ai quand même les mentalités 68, peace and love, hippie, machin, et je l'ai gardé, quoi. Donc je trouve que c'est des fois aujourd'hui beaucoup de souffrance de se positionner comme ça. Pour moi, dans ma génération en tout cas, on était beaucoup à penser comme ça. On a un rêve, on le réalise, on doit faire, on est là pour faire, on est sur cette terre pour faire. Donc là, pour ce moment, c'est un peu, voilà. Je sais plus sur quoi on est parti, mais enfin bon. La question, c'était quelle est votre plus grande fierté quand vous pensez à votre carrière? Et ce que j'en ai compris, c'est que c'est l'intégralité de la carrière. Il y a des trucs qui m'ont plus gonflé que d'autres, mais je pourrais pas... Si je dois revenir... Non, je dois revenir en arrière. Je crois avoir toujours fait ce que j'avais envie de faire. Je suis jamais restée sur une frustration. Est-ce qu'il y a un souvenir de tournage, alors pas sur le film du coup vu que c'est trop tôt, Ouais. mais sur la série Kaamelott que vous aimeriez partager avec nous? Un souvenir de tournage un peu qui mérite d'être partagé. Il y a des choses qui me viennent. Il y en a tellement, c'est... Je me souviens, la veille au soir du premier tour de manivelle, du premier épisode de la première saison. Donc on arrivait à Arcueil, on commençait le lendemain matin. Et il y avait, tous les acteurs étaient là autour de la table, et tous les techniciens, et on commençait cette aventure, quoi. Le lendemain matin, à 5 heures, il fallait se lever, on démarrait. Et je me souviens qu'Alexandre a parlé à toute l'équipe, et il a dit, je voudrais qu'on se souvienne qu'on est tous là pour les comédiens. Je vous demande de ne pas avoir de mouvement d'exaspération. Il va falloir être patient. Nous sommes là pour les acteurs. Et donc, s'il y en a un qui patine, si on doit reprendre 3 fois, 4 fois, autant de fois qu'il le faudra, eh bien, on reprendra. Et j'ai trouvé ça super beau, et je pense que les acteurs qui étaient autour de la table se sont dit, ah ouais, parce qu'on savait pas, quoi. On s'est retrouvés en costard matin, on s'est retrouvés en costume, machin, putain, c'était... Tout n'a pas été simple, parce que, encore une fois, on rentrait dans un monde très parisien, enfin très, voilà, ça tournait, fallait que c'est truc. Puis nous, on venait du théâtre, on était un peu... Et quand il a dit ça, je crois qu'il y avait Aurélien Porteau. Quand il a dit ça, et moi j'ai été fière de ce moment-là. J'étais fière de ces mots-là. J'aurais pu les dire aussi,
Mais le fait qu'avant de démarrer, on se dise attention aux acteurs. Forcément, ça m'a touchée. Forcément. Et puis on est allé se coucher. Et puis c'était peut-être rassurant pour nous tous. Puis tout le monde, pareil, quand je me rappelle Guillaume Briat, quand il est arrivé, puis on se marrait en fait. Quand il y avait Jacques Chambon, parce que Jacques et moi, on a joué dans un spectacle d'Alexandre, avec Alexandre d'ailleurs. On était 4 comédiens, mais bon, moi, enfin, j'ai eu beaucoup de mal, ça s'appelait Poule Fiction, j'ai eu beaucoup de mal à tenir en scène. Et Jacques aussi d'ailleurs, parce qu'on se prenait des fous rires, c'était... Mais des fois, quand il jouait Merlin, que je faisais Célie, tout ça, il fallait vraiment des fois éviter qu'on se regarde. Parce que ça allait partir pour rien, en fait. Et en fait, j'ai des beaux souvenirs avec les acteurs là-bas, vraiment. Ça a été vraiment super. On a passé un bon moment. Après, le film, c'est d'autres conditions. Alors, c'est rapide, une série, bien sûr. Mais les films, c'était des conditions météorologiques. J'aimerais pas y retourner. Ça, c'était épouvantable. Et puis, bon, après, on n'était pas installé dans la série. Quand on s'installait, on venait. Bon, on savait qu'il fallait tourner tous les épisodes. Enfin, on était rarement là pour une journée, 2 jours. Quand on s'incrustait à Grand Arcueil, on était souvent là pour plusieurs jours, quoi. Bon, le film, c'est une autre manière de travailler, mais ça a été aussi quand le public le découvrira, parce que moi, comme les autres, je l'ai pas vu non plus. J'ai vu des extraits montés, mais eh bien, les conditions pour moi après étaient dures parce que c'est dans des décors naturels quand même. Bon, il faut monter les escaliers d'un château. Attendez, il y en a pas. Je monte pas au premier d'un HLM. Quand il faut grimper dans les tours, monter, descendre. Je trouvais pour moi, les conditions spécialement dures. Les acteurs, on était dans des conditions dures, mais bon, c'est la vie du cinéma, ça. On peut pas faire autrement. Mais après. On a bien rigolé aussi quand même sur le film, on s'est bien marré quand même, il y a eu des moments, c'était bien plus rapide, parce qu'un film c'est très cher et qu'il faut avancer, et que l'équipe, et d'ailleurs au passage, j'en profite pour féliciter vraiment l'équipe technique entre autres du film, parce que c'était vraiment des gens extraordinaires. Et puis bon, moi, je suis comme tout le monde, j'attends de le voir. Je connais certaines scènes, mais c'est tout. J'ai pas plus d'informations sur le montage final. Voilà. Après, les souvenirs, il y en a des tas, mais moi, j'ai bien aimé travailler avec des acteurs. J'aime bien les acteurs, j'aime mes copains Lionel, Franck, tout ça, puis Anne aussi, enfin, bon, on est quand même devenus, on s'appelle pas tous les matins, mais enfin, on est quand même un peu soudés maintenant, je pense, on est un peu dans le même... Voilà. Voilà, Simon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Moi, j'ai plus de questions préparées. Par contre, si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit qui a à voir ou qui n'a rien à voir, c'est avec grand plaisir. Non, je souhaite à tous les... Bon, j'espère que les cinémas rouvriront, mais je dis pas ça... j'espère vite, quoi, parce que les films vont se cumuler dans le portillon, ça va être difficile de distribuer tout ça. Donc, je dis à tous ceux qui attendent le film, eh bien, je l'attends aussi, mais courage, quoi, dans cette période-là, et puis bon, on va en sortir de toute façon, Donc, encore un petit peu de patience, et puis on va voir. J'espère que le film leur plaira et que tout. Mais ça me fait bizarre de dire que il y a des choses, énormément de choses qui se font avant l'épidémie et qui seront sorties après l'épidémie. C'est bizarre
comme des spectacles qu'on monte, enfin tous les films qui ont été joués, montés avant et qu'il va falloir sortir après. Il va y avoir une période comme ça un peu molle, on va se dire un peu dramatique pour certains, hein, des gens et des malades, des morts aussi, et puis ce changement de société que je trouve absolument terrifiant et dangereux. Et donc il va y avoir j'ai l'impression qu'il y a l'avant et l'après, et que je souhaite vraiment à tout le monde un très très bon après, et qu'on va pouvoir commencer à rigoler parce que là, c'est là, je pense, pour tout le monde. Merci Simon et bravo pour votre émission. Merci à vous.